Pendant des années, ma sœur Martha m'a humiliée devant toute la famille, usant de cette autorité naturelle que l'aînée Si était arrogée pour me reléguer au rang de Lil, éternelle petite sœur maladroite, celle qui ne parviendrait jamais à se hisser au niveau des siens. Ce mépris-haine était jamais crié. Il était tissé dans des soupirs subtils, des regards obliques échangés avec notre mère, des silences éloquents lorsque évoquais mes projets, si modestes soient-ils. Chaque repas de famille était pour moi une épreuve, une tribune où Martha, brillante femme d'affaires au succès insolent, déroulait le tapis rouge de sa réussite pendant que je restais, tapis dans l'ombre, à essayer de rendre mon existence, pourtant digne, invisible à ses yeux. La douleur était une compagne silencieuse, une chape de plomb que je portais sous mon sourire forcé, et personne n'a jamais semblé la remarquer. Car Martha excellait à masquer sa cruauté sous le vernis d'une affection condescendante. J'avais toujours espéré que, avec l'âge, cette rivalité toxique s'estomperait, que la maturité lui apporterait une once de bienveillance. Mais au fil des décennies, le fossé d'elle était creusé, non seulement entre nos réussites matérielles, mais aussi dans la manière dont elle me percevait. Une charge, un échec permanent dont il fallait se moquer gentiment pour ne pas alarmer les autres. Mon estime de moi était devenue un champ de ruines. Je me souviens d'un Noël où elle avait offert à mes enfants, non pas des cadeaux qu'ils désiraient, mais des manuels sur la gestion budgétaire, avec un clin d'œil appuyé à mon mari et la remarque cinglante. J'ai pensé qu'Élise aurait besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre comment fonctionne l'argent réel. Ce jour-là, l'humiliation avait été si vive que j'avais dû m'enfermer dans la salle de bain pour ravaler mes larmes, jurant que je devais éloigner d'elle, sans jamais y parvenir, prisonnière des liens du sang et des attentes familiales. Le décor de sa fête du 50e anniversaire était à l'image de Martha. Grandiose, ostentatoire, et conçu pour intimider. Nous étions réunis dans le salon d'honneur d'un hôtel particulier classé, les lustres en cristal projetant des éclats dorés sur les centaines d'invités vêtus de tenues de soirée coûteuses. Le bruit des coupes de champagne et les murmures polis remplissaient l'air, un murmure de célébration dédié entièrement à la gloire de Martha. Elle rayonnait dans une robe fourreau d'un rouge flamboyant, se déplaçant avec l'aisance d'une reine, serrant les mains des dignitaires et des associés qu'elle avait soigneusement sélectionnés pour l'occasion. Je me sentais décalée dans mon tailleur noir classique, discrète jusqu'à l'effacement, tentant de me fondre dans le décor de velours et de marbre. JR2 était venu, bien sûr, parce que ne pas venir aurait été un affront public que je n'étais pas prête à assumer. Mais mon cœur battait la chamade, anticipant le moment où son regard se poserait sur moi, jugeant. Vers 22h, le maître de cérémonie, un ami de longue date de Martha, a tapé sur son verre pour demander le silence. Était l'heure des toasts. Plusieurs personnes, toutes des figures importantes dans la finance ou la politique, ont pris la parole, louant son génie entrepreneurial, sa ténacité, son sens aigu des affaires. Martha se tenait là, absorbant chaque compliment avec une satisfaction non dissimulée, ses yeux brillants de triomphe. Puis, ce fut son tour de prendre le micro, un moment qu'elle avait clairement attendu. Son discours a commencé par une série de remerciements professionnels, puis, inévitablement, elle a glissé vers la famille. Mon estomac s'est noué. Je savais que était la prochaine cible. Elle a commencé par des banalités sur notre enfance, des anecdotes choisies qui la mettaient toujours en scène, comme la protectrice intelligente, et moi comme la petite chose rêveuse et inadaptée. Puis, elle a pointé le micro vers moi, là où était assise à une table latérale, à l'abri, je l'espérais, de la lumière crue. Les projecteurs ont légèrement pivoté, m'obligeant à lever la main pour me protéger les yeux. Un silence s'est fait autour de ma table. Et bien sûr, a-t-elle dit, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, mais avec cette fausse douceur qu'elle réservait à ses moments les plus perfides, comment pourrais-je oublier ma chère petite sœur Élise? Un rire léger a parcouru l'assemblée. Un rire d'attente. Je me suis sentie rougir sous le regard de centaines d'inconnus. Élise, a continué Martha faisant une pause dramatique pour s'assurer que tout le monde écoutait, ma sœur Élise est la preuve que nous n'avons pas tous été bénis par le sens pratique des affaires. N'est-ce pas Élise? Elle a ri, un son aigu et perçant. C'est vrai, vous savez, Élise a un cœur d'or, elle est sensible. Elle a choisi la voie des arts, de la liberté, loin des contraintes de l'argent. Tandis que moi, je construisais des empires, Élise passait ses journées à peindre de jolies aquarelles, ou à se débattre avec un emploi de bureau à mi-temps, juste pour joindre les deux bouts. La foule a ri plus fort cette fois. Ce était plus un rire poli, mais un rire de reconnaissance de la hiérarchie sociale qu'elle venait d'établir. Était le jugement final sur ma vie, livré en cadeau d'anniversaire à elle-même. Je la soutiens bien sûr, a-t-elle ajouté avec une moue de pitié forcée. Je lui ai même proposé plusieurs fois de l'intégrer à mon cabinet, de lui donner une vraie position, mais Élise est trop fière ou peut-être trop craintive pour accepter de quitter sa petite vie tranquille. Elle n'a jamais voulu grandir, vraiment. Ses paroles étaient des flèches trempées dans le venin de la supériorité, et chacune d'elles m'atteignait directement au cœur, déchirant ce qui me restait de dignité. Elle m'a humiliée, non pas par accident, mais avec une précision chirurgicale, devant tous ceux qui comptaient à ses yeux. Les yeux embués, j'ai cherché une échappatoire, un trou dans le sol pour disparaître. Mon mari, assis à côté de moi, a posé une main maladroite sur mon bras, essayant de me réconforter, mais le mal était fait. La chaleur de l'humiliation montait à mon visage,
et je pouvais sentir les regards qui me dévisageaient, une curiosité moqueuse dans leurs yeux. Martha avait réussi son coup. Elle avait prouvé à tous qu'elle était la sœur brillante et généreuse, et que Jay était l'appendice raté, maintenu à flot uniquement par sa charité condescendante. Elle a terminé son toast en levant sa coupe, un sourire triomphant figé sur les lèvres. À mes 50 ans, à la vie, et aux petites sœurs qui, malgré leur faiblesse, nous rappellent d'où nous venons. Elle a bu, et la salle a éclaté en applaudissements nourris. C'était le moment le plus bas de ma vie. Je me suis levée, les jambes tremblantes, réalisant que je ne pouvais plus tolérer une seconde de son existence toxique. Ces années de mépris silencieux, de douleur invisible, venaient de culminer en cette insulte publique et retentissante. Mon cœur, habituellement si résigné, s'est empli d'une rage froide et inébranlable. En me dirigeant vers la sortie, sans un mot d'adieu, la lumière du lustre s'est reflétée sur Yittel, écran de mon téléphone, glissé dans ma pochette. J'ai senti le poids de l'objet, et soudain, une clarté glaciale a balayé la douleur. Martha ne savait pas qu'elle venait de prononcer sa dernière insulte impunie. Elle ignorait que depuis plus d'1 an, je gardais en secret l'enregistrement de sa confession de fraude, celle qu'elle avait faite par téléphone, paniquée, un soir où elle croyait parler à son avocat, et que j'avais capturé par un pur hasard technique. Ce secret était mon bouclier, ma vengeance en attente, et jusqu'à cet instant précis, je n'avais pas eu le courage, ni la nécessité absolue, de l'utiliser. Mais après cette humiliation finale, cette dernière claque monumentale devant la haute société, tout a changé. La petite Élise craintive et effacée venait de mourir. Seule restait la femme déterminée à rétablir la justice. Non seulement pour elle-même, mais pour toutes ces années où mon âme avait été foulée aux pieds. Je me suis arrêtée à l'entrée de la salle, me retournant. Mon regard croisa celui de Martha, qui me dévisageait avec un air interrogateur, ne comprenant pas pourquoi je n'avais pas encore quitté la fête. Elle ne se doutait pas de la tempête qui allait s'abattre sur elle. J'ai serré mon téléphone, sentant la vibration de la puissance que cette petite preuve secrète me conférait. La soirée était loin d'être terminée. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, je projetterai l'audio de sa voix paniquée devant tous les invités, révélant la vérité capable de la détruire complètement. Ce jour-là, tout allait basculer. Finen DUB Lock 1, Approximate Character Count Check, 8118 millième. Need to drastically increase detail and length to meet the target of these 8000 characters. Restarting and expanding to meet the required length constraints, integrating much deeper description and dialogue. Pendant des années, ma sœur Martha m'a humiliée devant toute la famille, usant de cette autorité naturelle que l'aînée Is était arrogée pour me reléguer au rang de Is, éternelle petite sœur maladroite, celle qui ne parviendrait jamais à se hisser au niveau des siens. Ce mépris-haine était jamais crié. Il était tissé dans des soupirs subtils, des regards obliques échangés avec notre mère, des silences éloquents lorsque évoquais mes projets, si modestes soient-ils. Chaque repas de famille était pour moi une épreuve. Une tribune où Martha, brillante femme d'affaires au succès insolent, déroulait le tapis rouge de sa réussite pendant que je restais, tapis dans l'ombre, à essayer de rendre mon existence, pourtant digne, invisible à ses yeux. La douleur était une compagne silencieuse, une chape de plomb que je portais sous mon sourire forcé, et personne n'a jamais semblé la remarquer. Car Martha excellait à masquer sa cruauté sous le vernis d'une affection condescendante et d'une fausse préoccupation. Nous avions grandi côte à côte, mais nous vivions dans des univers moraux et matériels diamétralement opposés. Martha avait toujours été la favorite, la plus belle, la plus ambitieuse. Moi, Élise, était la poète, la rêveuse, celle qui choisissait l'art plutôt que le commerce, la liberté de l'esprit plutôt que la sécurité financière. Cette différence de choix était, aux yeux de Martha, une tare. Elle ne manquait jamais une occasion de souligner mon manque de stabilité. Ce terme passe-partout qu'elle utilisait pour signifier mon manque d'argent. Je me souviens d'un Noël où elle avait offert à mes enfants, non pas des cadeaux qu'ils désiraient mais des manuels sur la gestion budgétaire, avec un clin d'œil appuyé à mon mari et la remarque cinglante. J'ai pensé Élise aurait besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre comment fonctionne l'argent réel, puisqu'elle semble si distraite par ses pinceaux. Ce jour-là, l'humiliation avait été si vive que j'avais dû m'enfermer dans la salle de bain pour ravaler mes larmes, sentant écho des rires de la famille filtrer à travers la porte en bois massif. Était une douleur cumulée. Une érosion lente de ma confiance, me faisant douter de la valeur même de mes choix et de mon propre bonheur. J'avais toujours espéré que, avec l'âge, cette rivalité toxique s'estomperait, que la maturité lui apporterait une once de bienveillance, mais au fil des décennies, le fossé était creusé, non seulement entre nos réussites matérielles, mais aussi dans la manière dont elle me percevait. Une charge, un échec permanent dont il fallait se moquer gentiment pour ne pas alarmer les autres. Mon estime de moi était devenue un champ de ruines. Je étais habituée à cet effacement, à me faire petite pour éviter ses foudres, mais la rancœur, était nichée profondément. J'avais appris à vivre avec le poids de son jugement, mais au fond de moi, je savais que si un jour je pouvais la voir tomber, je n'hésiterais pas. Le décor de sa fête du 50e anniversaire était à l'image de Martha. Grandiose, ostentatoire, et conçu pour intimider. Nous étions réunis dans le salon d'honneur d'un hôtel particulier classé du 17e arrondissement de Paris,
l'air saturé de l'odeur de lys et de la musique d'un quatuor à cordes, jouant du bâche avec une précision froide. Les lustres en cristal de Bohême projetaient des éclats dorés sur les quelques 300 invités vêtus de tenues de soirée coûteuses. Le bruit des coupes de champagne et les murmures polis remplissaient l'air, un murmure de célébration dédié entièrement à la gloire de Martha, dirigeante respectée d'un fonds d'investissement prospère. Elle rayonnait dans une robe fourreau d'un rouge flamboyant, un créateur italien bien sûr, le tissu accrochant la lumière à chaque mouvement. Elle se déplaçait avec l'aisance d'une reine, serrant les mains des dignitaires, des associés haut placés et des figures politiques qu'elle avait soigneusement sélectionnées pour l'occasion, s'assurant que sa réussite soit validée par les plus influents. Je me sentais décalée dans mon tailleur noir classique, choisi précisément pour sa neutralité. J'y étais Élise, l'ombre, et j'essayais de me fondre dans le décor de velours cramoisi et de marbre de Carrare. J'y étais venue, bien sûr, parce que ne pas venir aurait été un affront public que je n'étais pas prête à assumer. Mais mon cœur battait la chamade, anticipant le moment où son regard se poserait sur moi, jugeant. Mon mari, Marc, essayait de me distraire en parlant des chiffres du marché, sachant que ce quai était le seul domaine où Martha ne pouvait pas nous rabaisser immédiatement. Mais mes yeux revenaient inlassablement vers ma sœur, hypnotisée par sa capacité à capter toute la lumière de la pièce. Vers 22 heures, Monsieur Beaumont, un avocat d'affaires aux cheveux argentés et ami de longue date de Martha, a tapé sur son verre pour demander le silence. C'était l'heure des toasts. Plusieurs personnes, toutes des figures importantes dans la finance ou la politique, ont pris la parole, louant son génie entrepreneurial, sa ténacité, son sens aigu des affaires. Chacun de ces éloges était un clou supplémentaire dans le cercueil de mon estime personnelle. Martha se tenait là, absorbant chaque compliment avec une satisfaction non dissimulée, ses yeux brillants de triomphe. Elle jouissait de sa propre image reflétée par les autres. Puis, ce fut son tour de prendre le micro, un moment qu'elle avait clairement attendu. Elle a ajusté le col de sa robe, le sourire parfaitement maîtrisé. Son discours a commencé par une série de remerciements professionnels et hypocrites, puis, inévitablement, elle a glissé vers la famille, le ton se faisant soudainement plus intime, mais étrangement plus dangereux. Mon estomac s'est noué. Je savais que J était la prochaine cible, car Martha ne pouvait tolérer qu'une occasion aussi publique ne serve pas à réaffirmer sa domination. Elle a commencé par des banalités sur notre enfance, des anecdotes choisies qui la mettaient toujours en scène, comme la protectrice intelligente et moi comme la petite chose rêveuse et inadaptée. Elle a raconté l'histoire de la fois où j'avais brûlé mon carnet de poésie, en le confondant avec des papiers à jeter. Était une humiliation légère, mais qui préparait le terrain. Puis, elle a pointé le micro vers moi, là où j'étais assise à une table latérale, à l'abri, je l'espérais, de la lumière crue. Les projecteurs, commandés par la régie, ont légèrement pivoté, m'obligeant à lever la main pour me protéger les yeux de l'éblouissement soudain. Un silence s'est fait autour de ma table. Tous les regards convergeaient. Et bien sûr, a-t-elle dit, sa voix amplifiée par les haut-parleurs, mais avec cette fausse douceur qu'elle réservait à ses moments les plus perfides, comment pourrais-je oublier ma chère petite sœur, Élise ? Elle a marqué une longue pause, savourant l'attention qu'elle venait de détourner sur ma misérable personne. Ma douce Élise. Un rire léger a parcouru l'assemblée, un rire d'attente, comme si les gens savaient déjà que le spectacle allait commencer. Je me suis sentie rougir sous le regard de centaines d'inconnus. La chaleur de la honte montant à mon cou. Élise. A continué Martha, faisant une autre pause dramatique, un verre de cristal à la main, ma sœur Élise est la preuve que nous n'avons pas tous été bénis par le sens pratique des affaires. N'est-ce pas Élise ? Elle a ri, un son aigu et perçant, qui résonnait comme un couperet dans le grand salon. C'est vrai, vous savez, Élise a un cœur d'or, elle est sensible. Elle a choisi la voie des arts, de la liberté, loin des contraintes de l'argent, n'est-ce pas la phrase qu'on se répète pour se rassurer ? Le sarcasme était palpable, délibéré. Elle buvait les réactions du public, tandis que moi je construisais des empires, gérant des millions et des équipes, Élise passait ses journées à peindre de jolies aquarelles. Je les aime beaucoup d'ailleurs, elles sont si colorées, ou à se débattre avec un emploi de bureau à mi-temps, juste pour joindre les deux bouts. J'ai bien peur qu'elle n'ait même pas les moyens de se payer une place assise dans ce genre d'hôtel, si ce était pour mon généreux accueil. La foule a ri plus fort cette fois. Ce N était plus un rire poli, mais un rire de reconnaissance de la hiérarchie sociale qu'elle venait d'établir, validant son statut et écrasant le mien. Était le jugement final sur ma vie, livré en cadeau d'anniversaire à elle-même, un spectacle cruel. Je la soutiens bien sûr, a-t-elle ajouté avec une moue de pitié forcée. Je lui ai même proposé plusieurs fois de l'intégrer à mon cabinet, de lui donner une vraie position, quelque chose qu'elle pourrait gérer, même dans son état actuel. Mais Élise est trop fière, ou peut-être trop craintive, pour accepter de quitter sa petite vie tranquille de banlieue. Elle n'a jamais voulu grandir, vraiment. Elle est restée cette petite fille qui a besoin être protégée. Ces paroles étaient des flèches trempées dans le venin de la supériorité, et chacune d'elles m'atteignait directement au cœur, déchirant ce qui me restait de dignité. Elle m'a humiliée, non. Chaque repas de famille était pour moi une crucifixion lente,
orchestrée par le sourire poli de ma sœur. Mais si ces années de mépris silencieux avaient créé en moi une blessure profonde, elles avaient aussi forgé une détermination d'acier, nourrie par un secret que je portais comme une bombe à retardement, blotti contre mon cœur, attendant le jour parfait pour exploser. Était 8 mois auparavant. Une nuit de novembre glaciale. J était seule dans mon petit appartement, un livre à la main, quand mon téléphone a vibré. Le nom de Martha s'affichait sur l'écran, ce qui était déjà étrange. Martha ne m'appelait jamais. Elle envoyait des SMS impératifs ou passait par maman. J'ai décroché, la gorge serrée. Elle ne m'a pas salué. Elle pleurait. Un son que je n'avais jamais entendu chez elle, la reine du contrôle. Sa voix était pas écho clair et assuré que nous connaissions tous, mais un filet paniqué, brisé par des sanglots incontrôlables. Élise, c'est terrible. Ils sont sur le coup. Ils ont fouillé les comptes de l'année dernière. Elle parlait vite, sans cohérence, manifestement sous l'emprise de l'alcool ou de la panique la plus totale. J'ai compris instantanément que ce était pas une de ses habituelles crises de stress liées à un contrat manqué. Était bien plus grave. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas par empathie, mais par l'anticipation froide d'une vérité enfin exposée. J'ai enclenché l'enregistrement vocal de mon téléphone, sans qu'elle ne le sache, bien sûr. Était un réflexe presque pavlovien. Après des années à être sa victime, je savais qu'il fallait documenter la moindre de ses failles. Elle a continué à divaguer, mais les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté effrayante. La promotion rapide de son entreprise, l'achat de cette villa prétentieuse, même l'argent qu'elle avait généreusement prêté à notre cousin pour son mariage, tout cela reposait sur une fondation de sable. L'héritage de maman, les actions de la compagnie. J'ai dû les déplacer. Juste un petit emprunt pour couvrir les pertes initiales de l'année fiscale. Je pensais que je pourrais le remettre avant la fin du trimestre. Mais l'audit est arrivé trop tôt, Élise. Le silence a pendu lourdement entre nous. Elle avait non seulement fraudé, mais elle avait touché aux économies de notre mère, les fonds qui étaient censés garantir la retraite de maman, en cas de coup dur. Cet argent, que Martha avait toujours affecté de gérer avec une main de fer et une expertise supérieure, était en réalité la source de sa faillite morale. Son succès était qu'une façade construite sur un château de cartes illégal. Si ça sort, Élise, je suis finie. Ma carrière, ma réputation, tout est ruiné. Je vais en prison. Elle sanglotait si fort que j'entendais le verre s'entrechoquer sur sa table, signe qu'elle se servait un autre verre, essayant d'éteindre l'incendie intérieur. Elle m'implorait, moi, la petite sœur ignorée, de lui trouver un moyen de détourner l'attention, de faire disparaître les preuves. Elle ne me voyait toujours pas comme une personne douée de jugement ou d'autonomie, mais comme une ombre malléable. J'ai passé 30 minutes à écouter déverser sa confession, sa panique, ses plans désespérés, tout en gardant une façade calme, lui faisant croire que je cherchais des solutions. Chaque mot prononcé, chaque aveu d'escroquerie, chaque gémissement d'angoisse était méticuleusement enregistré, horodaté, et immédiatement sauvegardé sur un cloud sécurisé. Cette nuit-là, la dynamique de notre relation a basculé pour toujours. Elle ne le savait pas encore, mais elle venait de me donner l'arme de sa destruction. J'ai raccroché, le cœur lourd d'une étrange dualité. La répulsion face à sa malhonnêteté, et une joie froide, presque glaciale, d'avoir enfin la preuve irréfutable de son imposture. Mais je n'allais pas agir tout de suite. Le secret que je détenais valait de l'or, mais il fallait l'utiliser au moment où l'impact serait maximal. Révéler la fraude dans le secret d'un bureau aurait permis à Martha de gérer les dégâts, de contrôler la narration auprès de la famille. Non. Elle m'avait humiliée devant tous pendant des années, elle devait tomber devant tous. J'ai gardé le fichier audio comme une relique sacrée, le seul antidote possible à la douleur accumulée. Je l'ai écouté parfois, juste pour me rappeler la réalité derrière le masque de perfection de Martha. J'attendais le moment où elle serait au sommet de sa gloire et de son arrogance. Le moment où elle se sentirait la plus invulnérable. Son 50e anniversaire, cette soirée grandiose, était l'arène parfaite pour ma vengeance. Le temps s'est écoulé, et la soirée est arrivée. Dans la somptueuse salle de réception louée par le mari de Martha, le luxe et l'opulence même étouffaient. Après l'humiliation subtile mais percutante de mon introduction, la fête a repris son cours, baignée dans la musique jazzy et le bruit des coupes de champagne qui s'entrechoquaient. Martha, dans sa robe de créateur, rayonnait, acceptant les louanges avec une fausse humilité. Elle était la star, l'héroïne de notre famille. La cérémonie des vœux et des discours approchait. Était le pic de l'événement, le moment où l'on devait célébrer l'extraordinaire réussite de Martha. Mon cœur, habituellement engourdi par la résignation, battait désormais comme un tambour de guerre. Il était temps de passer à l'action. Je devais éclipser discrètement pour ma mise en scène. J'ai repéré l'ingénieur du son près du pupitre de DJ, un jeune homme concentré sur ses platines. J'ai feint de chercher les toilettes, puis j'ai fait un large détour par le vestiaire, loin des regards curieux de la famille. Mon sac à main, plus volumineux que d'habitude, contenait non pas mon maquillage, mais un petit dictaphone professionnel relié à un adaptateur, et surtout, le précieux câble jack qui allait me permettre de m'introduire dans leur système.
L'arrière-scène de l'estrade était étonnamment peu sécurisée. Équipe technique étant probablement trop habituée aux événements de gala, où personne n'ose toucher aux installations professionnelles. En quelques secondes, j'ai localisé la console de mixage principale, dissimulée derrière un rideau de velours bordeaux. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais de l'adrénaline pure. Était la première fois depuis des années que je me sentais proactive, maîtresse de mon destin, et non pas simple figurante. J'ai agi avec une rapidité et une précision que je ne me connaissais pas. J'ai branché mon adaptateur à la sortie auxiliaire du dictaphone, puis j'ai connecté le câble à l'entrée, line in, du mixé. J'ai ensuite réglé le volume de mon dictaphone, sur un niveau faible mais audible, juste en dessous du seuil de déclenchement du son principal. Il fallait que l'ingénieur du son n'entende rien tant que je n'appuyais pas sur le bouton play. Si je ratais cette étape, tout était perdu. J'ai caché le petit appareil sous un empilement de brochures de l'aile, événement, ne laissant que la télécommande sans fil à ma portée. Était un modèle discret, que je pouvais dissimuler dans la paume de ma main. J'ai essuyé mes paumes moites contre ma robe sombre et j'ai jeté un dernier regard à mon installation. Le piège était posé. Il ne restait plus qu'à attendre que la souris s'approche du fromage. Je suis retourné dans la salle de réception, mon visage masqué par une expression de neutralité absolue, celle que j'avais pratiquée pendant des décennies pour survivre au dîner de famille. Au moment où je reprenais ma place à l'écart, près de la fenêtre, le maître de cérémonie, un ami pompeux de Martha, s'emparait du microphone. Il était temps. La salle s'est peu à peu calmée. Le maître de cérémonie a débité un éloge dithyrambique de Martha, insistant sur son intégrité, sa détermination sans faille et son sens aigu des affaires, des qualités qui, disait-il, l'avaient menée au sommet. Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de la vérité. Martha, souriante, se tenait au centre de l'estrade. Ses yeux balayaient l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur moi, avec ce regard habituel de condescendance mêlée de pitié, comme si chaud était le décor triste mais nécessaire de son tableau parfait. Elle ne se doutait de rien. Elle ne pouvait pas imaginer que, pour la première fois de ma vie, était celle qui tenait les rênes. Le maître de cérémonie a conclu son discours en invitant Martha à dire quelques mots, un moment souvent chargé d'émotions et d'autocongratulation. Était l'instant critique, le zénith de sa gloire illusoire. Elle a pris le micro, sa voix claire et assurée résonnant dans les haut-parleurs. Chers amis, chère famille. Je suis submergée par tant d'amour. 50 ans c'est un cap, et je suis si reconnaissante d'avoir réussi à bâtir cette vie, ce succès. Surtout sans jamais avoir eu besoin de l'aide de personne. Elle a marqué une pause, et ses yeux se sont posés directement sur moi, ce qui était pas un hasard. Était sa manière de me rabaisser une dernière fois publiquement, de souligner que était, moi, éternelle dépendante, celle qui n'arrivait jamais à rien par elle-même. Un sourire cruel et suffisant étirait ses lèvres. Cette micro-agression, ce mépris final, a été la goutte d'eau. La rage sourde qui couvait en moi, s'est transformée en une détermination froide comme la glace. Je n'ai plus vu ma sœur, mais l'injustice incarnée. J'ai serré la petite télécommande dans ma main. Le moment était venu de frapper non pas dans le dos mais de plein fouet, devant tous ceux qu'elle avait trompés, et devant tous ceux qui m'avaient vu souffrir en silence. J'ai attendu qu'elle lève son verre pour porter un toast, le geste symbolique de sa victoire. Juste avant qu'elle ne prononce les mots de conclusion, j'ai glissé mon doigt sur le bouton de la télécommande. Un clic imperceptible. L'audio de mon dictaphone, la confession paniquée de Martha, était désormais en ligne, prête à submerger la salle dès que la musique reprendrait, ou qu'un silence se ferait. Martha a porté son verre, le tintement cristallin résonnant dans le silence attentif de la salle. Elle allait parler. Mais Élise, la petite sœur effacée, avait enfin trouvé sa voix, une voix qui allait la détruire. J'ai inspiré profondément, sentant le poids des années de douleur s'alléger. Je savais que l'instant d'après serait le plus spectaculaire, le plus choquant, et le plus libérateur de ma vie. Tout était en place. Il ne restait plus qu'à appuyer sur le bouton pour amplifier le son, révélant la vérité capable de l'anéantir. J'ai regardé Martha dans les yeux, mon propre regard vide de toute émotion visible, et j'ai fait le pas décisif. Fin du bélocet, Martha a porté son verre, le tintement cristallin résonnant dans le silence attentif de la salle. Elle allait parler. Mais Élise, la petite sœur effacée, avait enfin trouvé sa voix, une voix qui allait la détruire. J'ai inspiré profondément, sentant le poids des années de douleur s'alléger. Je savais que l'instant d'après serait le plus spectaculaire, le plus choquant, et le plus libérateur de ma vie. Tout était en place. Mon cœur ne battait plus. Il vibrerait juste après l'impact. J'ai regardé Martha dans les yeux, mon propre regard vide de toute émotion visible. Et j'ai fait le pas décisif. Elle souriait, son visage rayonnant sous les projecteurs doux qui mettaient en valeur sa robe de soie ivoire. Le flash d'un photographe amateur a illuminé la scène, capturant l'image de la perfection éphémère. Elle ouvrait la bouche, le mot « santé » était sur le point de être prononcé, l'apogée de sa célébration. C'est à ce moment précis que j'ai pressé la seconde fois sur la télécommande, le bouton d'amplification.
Le son n'est pas arrivé comme un rugissement, mais comme une déchirure violente dans la tapisserie du silence. Le système audio haut de gamme, conçu pour diffuser de la musique classique et des discours mielleux, s'est retrouvé inondé par la crudité d'une voix paniquée, tremblante, saturée par le souffle et le bruit de verre. Le premier mot, inintelligible mais strident, a fait sursauter l'assemblée. Martha s'est figée, le verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres, les sourcils froncés par l'agacement. Elle cherchait l'ingénieur du son du regard, prête à lancer une de ses réprimandes cinglantes. Mais avant qu'elle ne puisse articuler une plainte, la voix est devenue distincte, terrifiante. Ils sont sur le coup, ils ont fouillé les comptes de l'année dernière. Le murmure initial de confusion dans la salle s'est transformé en un silence de mort, lourd, palpable. Les têtes, auparavant tournées vers Martha avec admiration, se sont orientées vers les haut-parleurs, puis sont revenues vers la figure centrale, le choc se lisant sur chaque visage. Le son, bien que légèrement distordu par l'enregistrement nocturne, était parfaitement reconnaissable. Était la voix de Martha, mais une version brisée, désespérée, que personne ici n'aurait jamais dû entendre. Martha, elle, a blêmi. La couleur a fui son visage si rapidement que ses joues lisses se sont transformées en un masque crayeux. Ses yeux, qui un instant auparavant reflétaient l'aile, éclat des lustres, se sont écarquillés d'une terreur absolue. Elle a compris instantanément. Elle n'a pas regardé la console de mixage. Elle n'a pas cherché Élise. Elle a regardé le micro qu'elle tenait, comme s'il était soudain devenu un serpent venimeux. Le son continuait, amplifié, incontrôlable. Ma propre voix, calme et posée, se mêlait à ses sanglots enregistrés. Qu'est-ce que tu as fait exactement avec les actions de la compagnie? Puis, la confession brutale de Martha, déversée sans filtre devant 150 des personnes les plus influentes de son réseau. L'héritage de maman, les actions de la compagnie. J'ai dû les déplacer. Juste un petit emprunt pour couvrir les pertes initiales de l'année fiscale. Je pensais que je pourrais le remettre avant la fin du trimestre. Mais l'audit est arrivé trop tôt, Élise! Le bruit du verre tombant sur le parquet ciré a retenti comme un coup de feu. Martha n'avait pas lâché son verre. Elle avait lâché sa posture. Sa main S était ouverte. Et le cristal S était fracassé en une myriade d'éclats scintillants, reflétant la destruction en cours. Le mari de Martha, un homme d'affaires aussi hautain qu'elle, s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage rouge de fureur et de confusion, criant quelque chose d'inintelligible en direction de la régie. Trop tard. L'enregistrement ZIS était enraciné dans l'espace sonore, occupant chaque recoin de la salle. J'ai vu maman, assise à la table d'honneur, porter ses mains à sa bouche, ses yeux emplis d'une trahison insondable. Elle avait toujours vénéré Martha, la croyant son pilier financier. L'idée que ses économies de retraite aient été utilisées comme un vulgaire fonds de roulement illégal était visiblement en train de la briser. La voix enregistrée de Martha montait d'un cran en intensité, chaque mot une preuve irréfutable. Si ça sort, Élise, je suis finie. Ma carrière, ma réputation, tout est ruiné. Je vais en prison. Je t'en prie, trouve un moyen de détourner l'attention, de faire disparaître les preuves. La salle était un tableau figé d'horreur sociale. Les invités, ses amis et associés qui l'avaient félicité pour son intégrité quelques minutes plus tôt, échangeaient des regards chargés de jugement et de panique. Certains sortaient déjà leur téléphone, probablement pour vérifier les dernières nouvelles boursières ou pour enregistrer la scène. L'odeur douce et sucrée des fleurs fraîches et du champagne était désormais contaminée par la tension électrique d'un scandale naissant. L'ingénieur du son, pâle et tremblant, s'est enfin précipité vers sa console, essayant désespérément de localiser la source du piratage. Mais j'avais choisi mon matériel avec soin. Le raccordement était indétectable sans une inspection minutieuse. Même s'il débranchait le mixé, le préamplificateur interne de mon dictaphone, réglé au bon niveau, continuerait de diffuser la confession tant que l'alimentation était maintenue. Sur l'estrade, Martha a posé le microphone. Elle ne l'a pas lâché. Elle l'a reposé avec une lenteur calculée, comme si elle espérait que cet acte symbolique arrêterait le flot de sa propre trahison. Elle a reculé d'un pas, ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. La reine était déchue. Je n'ai pas bougé de ma place près de la fenêtre. Je voulais que Martha me voie. Mais je voulais aussi qu'elle comprenne l'étendue du désastre avant de me cibler. J'ai vu l'expression de son mari se transformer de la colère en une évaluation froide des dommages. La façade du couple parfait, l'air vibrait encore de la dernière flèche empoisonnée que Martha venait de décocher, cette phrase cinglante sur mon inutilité professionnelle, prononcée avec cette arrogance qui la caractérisait si bien. Tandis que les rires gênés éteignaient péniblement, je me saisis du micro. Il était lourd, froid, et sa texture métallique manquerait dans le présent, me rappelant que l'attente était terminée. Martha, rayonnante dans sa robe de soie vermeille, me regarda avec un mélange de pitié et d'impatience, attendant la fin de mon discours pathétique, pour pouvoir reprendre la fête. Elle ne se doutait pas que je ne venais pas pour un discours mais pour une exécution. Mon cœur tambourinait si fort que je craignais que le micro ne capte le bruit de ma propre peur, cette peur qui m'avait étouffée pendant tant d'années, pendant lesquelles elle m'a humiliée sans répit. Mais une autre émotion, plus froide et plus puissante, avait pris le relais. La certitude glaciale de la justice imminente. Merci Martha, pour cette introduction si chaleureuse.
commençai-je, ma voix, étonnamment claire, coupant net les murmures qui parcouraient la salle. Tu as toujours eu le don de résumer ma vie en quelques phrases bien senties, n'est-ce pas? Mais ce soir, je ne suis pas venue pour répondre à tes blagues. Je suis venue pour t'offrir un cadeau. Un cadeau que j'ai préparé spécialement. Un secret que je garde précieusement en secret depuis 8 mois. Martha fronça les sourcils, son sourire se figeant. Elle détestait ne pas contrôler la narration. Élise, ma chérie, nous allons passer au toast maintenant. Ce n'est pas le moment de tes smashis. Oh mais c'est exactement le moment. La coupai-je, le regard vissé dans le sien. Pour la première fois de ma vie, je ne baissai pas les yeux. Son assurance vacilla légèrement, remplacée par une pointe d'appréhension. Je sortis de ma pochette une petite clé USB noire, que je tenais entre le pouce et l'index comme une amulette. Un petit enregistrement, Martha. Une conversation très privée que nous avons eue une nuit d'hiver. Tu t'en souviens? Quand tu m'as appelé, paniqué, parce que tu avais besoin de te confier sur tes affaires. Le visage de Martha devint livide. La couleur quitta ses joues si rapidement que je crus un instant qu'elle allait évanouir. Elle comprit immédiatement. Elle fit un pas vers moi, ses yeux lançant des éclairs de panique pure. Non. Élise, ne fais pas ça. Je t'en prie, c'est une blague, souffla-t-elle, sa voix habituellement forte n'étant plus qu'un sifflement désespéré. Les invités, jusqu'alors amusés par cette petite altercation familiale, sentirent le basculement. L'atmosphère festive se déchira pour laisser place à une tension palpable. Mon père se leva, l'air confus et alarmé. Élise, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Rends-lui ça. Il y a des centaines de personnes. Je l'ignorais. Était mon moment. Des années de souffrance, des années d'humiliation silencieuse, toutes concentrées dans cet instant. Je branchai la clé USB à l'ordinateur portable dissimulé sous la table des cadeaux, relié discrètement au système de projection de la salle. Je fis un double clic lent et délibéré. Un grand écran de projection, jusqu'alors masqué par un drap décoratif, descendit brusquement au-dessus de la table d'honneur. Sur cet écran, une onde sonore apparut, sinueuse et menaçante, prête à cracher son poison. J'ai projeté l'audio. Un silence total et assourdissant envahit la salle. Le bruit du système de ventilation, imperceptible quelques secondes auparavant, devint subitement envahissant. Puis, la voix. Sa voix, non pas la voix forte et assurée de la femme d'affaires à succès, mais une voix brisée, haletante, chargée d'une terreur primale que je n'avais jamais oubliée. Élise, je suis foutue. Ils vont le découvrir. Il manque près d'1 million sur les comptes de la fondation, et c'est moi qui ai falsifié les signatures des donateurs. J'ai tout misé sur ce projet immobilier. Et il s'est effondré. Je ne peux pas aller en prison, je ne peux pas perdre tout ça. La phrase, claire, nette et irrévocable, résonna dans le haut-parleur de la salle de bal, amplifiée à un niveau qui rendait impossible toute tentative d'ignorance ou de malentendu. Les mots « falsifier les signatures » et 1 million frappèrent la foule comme des coups de fouet. J'ai révélé la vérité. La salle est devenue silencieuse. Un silence si dense qu'il écrasait la poitrine. Un vide absolu où ne flottait que l'hall, écho de la voix paniquée de Martha. J'observais les visages. Les invités, avocats, banquiers, amis de longue date, étaient pétrifiés. L'horreur se lisait dans leurs yeux, le choc de voir l'icône de réussite familiale se révéler être une criminelle. Martha hurla. Un cri rauque, désespéré, qui n'avait rien à voir avec le rire moqueur qu'elle m'avait infligé quelques minutes auparavant. Non! C'est faux! C'est monté! Élise, tu es folle! Tu as toujours été jalouse, tu as inventé ça! Elle se précipita vers l'écran, essayant maladivement d'arrêter la diffusion qui continuait, capturant chaque mot de sa confession désespérée. J'ai utilisé l'argent destiné aux bourses des études. Personne ne doit savoir que j'ai volé. Si ça sort, toute notre famille est ruinée, Élise. Mon père, le visage blême et les mains tremblantes, regarda sa fille aînée, la perfection qu'il avait toujours glorifiée. Il ne la reconnut pas. La déception et la consternation dans ses yeux étaient plus destructrices que n'importe quel jugement. Ma mère se couvrit la bouche, les larmes coulant sur son visage maquillé, non pas de tristesse pour Martha, mais de honte. Je sentais les regards se détourner de Martha, pour se fixer sur moi, la sœur effacée, l'enfant humilié. Mais ces regards étaient plus teintés de pitié. Ils étaient chargés de reconnaissance, d'une admiration effrayée face à la froide détermination que j'avais montrée. J'arrêtai la lecture audio, et le silence revint, plus lourd encore. Martha s'effondra. Littéralement, ses jambes cédèrent sous elle, et elle tomba à genoux sur le tapis épais, sa belle robe étalée autour d'elle comme une mare de sang. Elle était plus la femme puissante, mais une enfant prise en flagrant délit. Elle sanglotait, non par remords, mais par la perte abyssale de son statut, de sa réputation, de sa vie construite sur un mensonge. Comment as-tu pu me faire ça? Réussit-elle à articuler entre deux hoquets, levant vers moi un visage déformé par la haine. Je la regardais droit dans les yeux. Je sentis le poids de toutes ces années de mépris glisser de mes épaules.
comme un manteau trop lourd qui tombe dans la boue. Tu m'as demandé comment j'ai pu te faire ça, Martha. Ma voix était basse maintenant, mais elle portait, emplie d'une autorité nouvelle. Tu m'as humiliée publiquement pendant des décennies. Tu as piétiné mon travail, mon cœur, ma dignité, juste pour te sentir plus grande. Ce que je t'ai fait, ce soir, ce n'est pas de la vengeance. C'est la vérité. C'est la justice. Je laissai tomber le micro. Le petit claque qu'il fit sur le bois verni résonna comme la chute d'un marteau de juge. La fête était terminée. Des murmures confus remplacèrent le silence, mais était le bruit des invités qui éloignaient, réalisant que le sol était dérobé sous leurs pieds. Ils devaient prendre leur distance avec le scandale qui allait exploser dès l'aube. Quelques personnes tentèrent maladroitement d'aider Martha, mais elle les repoussa, incapable d'accepter la main tendue dans sa déchéance. Je me détournai de la scène, laissant le chaos derrière moi. Je n'avais plus rien à prouver. J'avais attendu cet instant depuis que j'avais appuyé sur le bouton, enregistré, cette nuit glaciale. La libération que je ressentais était pas euphorique, mais profonde, stable. Je était plus Élise, la petite sœur effacée. Était Élise, celle qui avait dit la vérité, celle qui avait mis fin au règne de l'arrogance. Ce jour-là, tout a changé. Martha a perdu bien plus que sa fête d'anniversaire. Elle a perdu sa carrière, sa réputation, et, finalement, sa liberté. Les enregistrements que j'avais gardés en secret étaient une preuve irréfutable, et quelques semaines plus tard, l'enquête a confirmé la fraude massive. La famille, autrefois aveuglée par le succès de Martha, a dû faire face à la réalité sordide de ses actions. Quant à moi, j'ai retrouvé ma voix. Mon père, dévasté mais honnête, est venu me voir pour s'excuser de m'avoir laissé être maltraité pendant si longtemps. Pour la première fois, j'ai senti que ma présence dans cette famille était plus tolérée, mais reconnue. J'ai pu enfin respirer, avancer, et construire ma vie sans l'ombre écrasante de ma sœur aînée. L'humiliation publique qu'elle m'a infligée pendant sa soirée fut la dernière, car la vérité que j'ai révélée l'a détruite, et elle m'a rendu ma dignité, plus forte et plus précieuse que toutes les richesses qu'elle avait volées. C'est le prix que j'ai payé pour ma paix, et il valait chaque année de mépris endurés. Comment as-tu pu me faire ça? Réussit-elle à articuler entre deux hoquets, levant vers moi un visage déformé par la haine. Le maquillage avait coulé en rigoles sales sur ses joues, et ses yeux, autrefois pleins d'une assurance froide, naine, étaient plus que des puits de terreur et de rage impuissante. Elle cherchait désespérément un vestige de l'ancienne Élise, celle qui reculait, celle qui s'excusait d'exister. Mais elle ne trouva rien. Je la regardai droit dans les yeux. Il n'y avait plus de pitié, seulement la clarté d'une eau enfin décantée. Je sentis le poids de toutes ces années de mépris glisser de mes épaules. Comme un manteau trop lourd qui tombe dans la boue, un manteau imprégné de l'odeur âcre de l'humiliation et de la frustration accumulée. La salle, qui sentait encore le champagne et le lys, était désormais saturée d'une odeur métallique, celle du scandale et de la peur. Tu m'as demandé comment j'ai pu te faire ça, Martha? Ma voix était basse maintenant, un murmure qui, paradoxalement, dominait le silence de la salle. Elle portait cependant une autorité nouvelle, une résonance que je ne était jamais connue. Tu m'as humiliée publiquement pendant des décennies, tu as piétiné mon travail, mon cœur, ma dignité, juste pour te sentir plus grande. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, tu as dit à papa que était grâce à mes amis bien placés. Quand j'ai décroché mon premier poste, tu as fait circuler la rumeur que j'avais dormi avec le patron. Tu as fait de ma vie un enfer professionnel et personnel, non pas parce que j'ai été une menace, mais parce que ma simple existence dans ton ombre te rappelait que tu n'étais pas la seule étoile. Je fis une pause, permettant à chaque mot de s'ancrer dans l'esprit des témoins silencieux. Mon père, les mains couvrant son visage comme pour se protéger d'une lumière trop violente, gémissait doucement. Ce que je t'ai fait, ce soir, ce n'est pas de la vengeance, Martha. La vengeance est chaude et salissante. Ce que j'ai fait, c'est de la chirurgie. J'ai exposé la tumeur que tu as laissée grandir au sein de cette famille et de cette fondation. C'est la vérité. C'est la justice. Je laissai tomber le micro. Le petit claque qu'il fit sur le bois verni de la table d'honneur résonna dans le marbre de la salle de bal comme la chute d'un marteau de juge. Ou peut-être, le coup de grâce porté à une époque révolue. Ce son minuscule marqua la fin de la fête et le début du naufrage. Autour de nous, la confusion se changea en fuite. Des murmures confus remplacèrent le silence. Mais ce était plus le bruit des conversations mondaines. Était le bruit des invités qui éloignaient, réalisant que le sol était dérobé sous leurs pieds. Ils devaient prendre leur distance. Les avocats d'affaires, les banquiers influents, les grands noms de la philanthropie, tous ces gens dont la réputation dépendait de leur association à des causes propres, reculaient physiquement, leur visage exprimant un dégoût teinté d'autoconservation. Leurs robes de soirée, leurs costumes sur mesure, ne cachaient plus leur panique. J'entendais le froissement rapide des soieries et le bruit mat des chaussures chères qui battaient en retraite. Quelques personnes tentèrent maladroitement d'aider Martha. Le maire adjoint s'approcha, le visage aussi blanc que son col de chemise, mais elle le repoussa violemment.
Ne me touchez pas, cracha-t-elle, incapable d'accepter la main tendue dans sa déchéance. Elle était désormais seule, isolée dans son cercle de honte, au centre d'une salle immense qui se vidait à une vitesse alarmante. Je me détournai de la scène, laissant le chaos, la culpabilité et la déchéance derrière moi. Je n'avais plus rien à y faire. Mon rôle était terminé. En marchant vers la sortie, loin des projecteurs qui éclairaient encore la silhouette brisée de ma sœur, je sentis mes jambes bouger avec une légèreté inattendue. Chaque pas était une affirmation. J'avais attendu cet instant depuis que j'avais appuyé sur le bouton « Enregistrer » cette nuit glaciale d'il y a 8 mois. La petite clé USB, que j'avais laissée brancher, continuait de diffuser ses ondes sonores muettes sur l'aile, écran, comme un monument à l'irrévocabilité de la vérité. La libération que je ressentais, était pas euphorique, ni triomphante. Elle était profonde, stable, ancrée dans la certitude d'avoir rétabli un équilibre moral. Était plus Élise, la petite sœur effacée, celle dont on tolérait la présence pourvu qu'elle reste invisible. Était Élise, celle qui avait dit la vérité, celle qui avait mis fin au règne de l'arrogance et de la corruption. En franchissant le seuil de la salle, l'air froid de la nuit de novembre me frappa le visage. Il était pur, tranchant, et il balaya les vapeurs chaudes de l'hypocrisie et de l'alcool. Derrière moi, la porte du grand salon des fêtes se referma doucement, amortissant le bruit des derniers sanglots et des chuchotements paniqués. Ce jour-là, tout a changé. Non pas en un claquement de doigts théâtral, mais par un lent et inexorable glissement tectonique. Les premières heures ont été les plus étranges. J'ai conduit chez moi, dans mon petit appartement modeste qu'elle avait toujours dédaigné, et j'ai éteint mon téléphone. Je m'attendais à l'agitation, à l'adrénaline, mais je n'ai ressenti qu'un épuisement serein. J'ai dormi, pour la première fois depuis des années, sans le poids constant de la peur de l'affrontement ou de la prochaine humiliation.